Âgé de 45 ans, notre invité est l'une des surprises des dernières élections régionales. Il est le seul élu indépendant qui a réussi l'exploit de se faire élire à la tête de l'une des 3 régions du district du Bassa-Sandra, dans le sud-ouest ivoirien, précisément dans le Boclé. Ce n'était pas chose évidente, car il avait en face de lui des figures importantes de la scène politique. Frégbog Basile du RHDP, Damana Adia de l'Alliance PPACI-PDCI-RDA. Malgré l'artillerie lourde déployée par les partis traditionnels, ce jeune député aux dents longues a remporté le scrutin avec un peu plus de 40% des suffrages. Qui est-il ? Comment et pourquoi s'est-il investi sur la scène politique ivoirienne? Ses ambitions, sa vision, sa lecture de la situation sociopolitique ivoirienne. Autant de sujets que nous soumettrons ce soir, on l'espère, sans réserve, à Kébé Mahamadou, président du conseil régional du Boclé. Kébé Mahamadou, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer alors sur l'actualité politique. Parfaitement. Avant d'ouvrir cet entretien avec vous, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Sans réserve reçoit ce soir le tout nouveau président du conseil régional du Boclé à l'issue des dernières élections locales, Mamadou Kébé. Né le 6 novembre 1978 à Gagnoa, il est ingénieur en génie civil, diplômé de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a achevé un Advanced Management Programme en octobre 2017 à MDE Business School Abidjan, en partenariat avec IESE Business School de Barcelone. Il commence sa carrière professionnelle dans une structure de la place en qualité de chargé d'études, d'août 2002 à novembre 2006, puis directeur technique dans un autre, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2009. Mamadou Kébé met en place une entreprise de BTP active sur plusieurs projets sous-traitants, notamment la construction du pont HKB, du barrage de Soubré, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. L'hôte de NCI essaie de partager son expérience de jeune entrepreneur dans le but d'encourager la jeunesse à l'auto-emploi, en animant des conférences sur la problématique de l'emploi jeune, ce qui lui a valu une nomination en tant que nouveau leader du futur forum Crans-Montana en juillet 2016 à Vienne en Autriche. Au plan politique, il est élu député indépendant dans la circonscription de Dakpadou et Sago en décembre 2016 et réélu à sa propre succession en 2021, toujours en indépendant. Sa vision politique, ses ambitions pour la région du Boclé sont entre autres les sujets qui seront abordés sans réserve. Kébé Mahamadou, le Conseil d'État a confirmé, a validé les résultats donnés par la CEI concernant votre élection à la tête du Conseil régional du Boclé. Vous aviez des craintes? Vous disiez on peut annuler cette élection, ou vous étiez confiant tout de même? J'étais confiant parce que les arguments que les adversaires annonçaient pour demander la reprise des élections n'étaient pas suffisamment pertinents. Et le nombre de bureaux de vote qui étaient mis en cause, avec le nombre de d'électeurs pratiqués autour de participation des élections, n'était pas de nature à changer les résultats des scrutins. Donc on était plus ou moins serein, mais bon, force reste à la loi. On était donc accrochés à la décision du Conseil d'État, qui est un organe souverain. Et nous sommes heureux de savoir que le Conseil d'État a validé nos élections. Et ça nous laisse le temps de travailler, de nous mettre au travail pour le programme qui a inspiré confiance aux populations et le programme qui nous a permis de gagner ces élections. Jusque-là, vous étiez député de la Nation, élu à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, vous avez porté vos vêtements tout fraîchement donnés de président du conseil régional à travers votre investiture. Oui. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis dans 2 sentiments. Sentiment de joie, en même temps, je suis face à la réalité qui est de travailler pour améliorer les conditions de vie des populations du Boclé. Un député, il agit de façon indirecte sur le développement, alors qu'un président du conseil régional a la capacité d'agir directement sur le développement. Alors, le président du conseil régional a un budget, et ce budget lui permet de mener des actions, notamment la construction d'écoles primaires, la construction de pompes villageoises à motricité humaine, la construction des centres de santé, entretenir les routes et permettre la fluidité du trafic intérieur et surtout améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, c'est face à ce challenge-là que nous nous trouvons et nous allons nous atteler à faire en sorte que le programme qui nous a permis d'être président du conseil régional soit mis en application. On va parler de votre programme, des promesses que vous avez faites aux populations du Boclé de fond en comble. Je vous en fais la promesse. Mais avant, dites-nous, vous êtes le seul président de conseil régional élu indépendant.
C'est quand même quelque chose à souligner. Comment vous avez fait? Ben, on a travaillé. Bon, vous avez dit que je suis député donc, depuis fin 2016 en tant qu'indépendant, encore réélu en 2021 en tant qu'indépendant. Ça veut dire qu'on a mis les mécanismes, on a été proche de nos populations, nous sommes allés au contact de leurs problèmes au quotidien et on a fonctionné un peu comme un parti politique en ayant des bases, des relais et en inspirant confiance aux populations. Ces populations qui ont besoin juste d'avoir en face d'eux un élu qui les écoute et qui est capable de leur proposer des solutions réalistes et réalisables pour améliorer leurs conditions de vie. Pour nous, ça n'a pas été. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, quand on est le seul élu indépendant face à des grands, parce que beaucoup de gens ne le retiennent pas, on a quand même réussi à battre le numéro 3 du PPACI, à la personne de Damana Picas, qui est quand même le secrétaire général du PPACI, dans une zone qui est censée être leur bastion. Ça prouve qu'aujourd'hui, les populations sont suffisamment matures et qu'elles s'intéressent à des gens qui se préoccupent de leur bien-être, qui sont au quotidien à côté d'eux pour les écouter et travailler à améliorer leurs conditions de vie. Et nous sommes heureux de les gagner parce que ce n'était pas gagné d'avance. Il faut dire que les élections ont été quand même difficiles. On avait un candidat RHDP qui a été suffisamment soutenu. On a vu le président de l'Assemblée nationale aller faire campagne pour lui. On a vu le ministre Amédée aller faire campagne pour lui parce que nous avons un électorat baoulé important, mais les populations ont démontré qu'elles ne sont pas attachées donc, à des valeurs qu'elles ne connaissent pas, mais elles sont attachées plutôt à des gens qui les pratiquent et qui sont au courant de leur quotidien, qui font des efforts. On a fait quand même beaucoup d'efforts avec nos petits moyens pour faire en sorte que des gens puissent avoir des écoles primaires décentes, pour faire en sorte que les gens puissent avoir des logements, des maîtres, pour que les instituteurs restent, pour faire en sorte que les gens puissent avoir des logements décents, pour que le personnel soignant reste dans les villages. Et je pense que c'est ce qui a pesé donc en notre faveur. Kébé Mahamadou, en Côte d'Ivoire, les élus indépendants issus de partis politiques traditionnels qui retournent dans leur parti d'origine après l'élection, on en trouve. Les indépendants qui demeurent indépendants après l'élection, quelle qu'elle soit, municipale ou régionale, sénatoriale, on en cherche. Vous avez été élu sous la bannière de candidat indépendant, 2 fois à la députation, cette fois-ci en tant que président du conseil régional. Est-ce que vous allez demeurer indépendant? Alors là, la question, on va l'aborder de façon différente. Et être élu député, c'est pour voter des lois, on peut rester seul et développer sa vision et partager donc sa manière de comprendre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes élus donc président du conseil régional avec un conseil qui est constitué de 50 personnes et nous avons la lourde charge de travailler donc au développement de notre région. Alors, en ce moment, on a besoin souvent de rentrer peut-être dans un groupe qui nous permet de bénéficier des expériences que nous n'avons pas et de bénéficier des leviers pour sortir notre région donc, du sous-développement. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste? Est-ce que vous avez eu besoin d'un groupe pour vous faire élire? Non, on n'a pas besoin d'un groupe pour se faire élire, mais peut-être qu'on a besoin d'un groupe pour apporter un plus à notre région. Ce que vous devez retenir, Ali, c'est que de 2002 en 2010, notre région n'a pas eu de conseil général parce que les élections ont été un cafouillage. Donc, on a manqué de 10 années d'investissement dans notre région. Conseil général, on a manqué de 10 années d'investissement dans notre région. Et de 2013 en maintenant, les investissements vont donc, on les sent de façon minimaliste parce qu'il n'y a pas de route. Nous sommes l'une des rares régions de la Côte d'Ivoire qui n'a pas bénéficié de connexion entre départements, aucun nouveau bitume. C'est vrai que la côtière a été réhabilitée, mais aujourd'hui, nos populations pleurent donc le bitumage de la route Sassandra-Gagnoa, nos populations pleurent le bitumage de la route Sassandra-Lakota, Fresco-Lakota, et même les reprofilages lourds, nous avons des difficultés. Où voulez-vous en venir, Kébé Mahamadou? Vous allez rallier un parti politique? Non, je le dis parce que là, je suis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est totalement porté vers donc, le RHDP, parce que je suis un fanatique de Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, et tout le monde le sait dans ma région. Cela ne vous a pas empêché de battre les candidats de son parti? Ah, mais ce sont les candidats de son parti que j'ai battus, mais pas le président lui-même. J'ai été un alassaniste convaincu parce que le président Alassane Ouattara, pour nous, c'est un rêve. Voilà, Alassane Ouattara est le président en train de démontrer donc, au monde entier que c'est une chance, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Pour moi, les autres présidents devaient venir à son école. La Côte d'Ivoire a totalement un nouveau visage grâce au président de la République. Nous, dans notre région, avant l'avènement du président Alassane Ouattara, on était à 30% de taux d'électrification. Aujourd'hui, nous sommes à 99%, on a presque 100% pour tous les villages.
Et l'électrification est en train de s'orienter vers les grands campements, vers les grands lieux de regroupement. Aujourd'hui, on vient de bénéficier de la réhabilitation donc, de la côtière. On a bénéficié d'un marché flambant neuf, d'un débarcadère à poissons. Et le président nous rassure. Et moi, en tant qu'opérateur économique, entrepreneur, donc d'obédience libérale, je suis 2 fois plus fier du président parce qu'il met les mécanismes en place pour que des entrepreneurs comme nous, ou bien des gens qui ont des talents, qui ont des idées, puissent donc prospérer en Côte d'Ivoire. En clair, vous resterez député indépendant, président du conseil régional RHDP, parce que vous êtes favorable à la politique du président de la République. Voilà, c'est ce que vous dites. Je suis totalement favorable donc, à la politique du président de la République. Et c'est pour ça même que j'ai été candidat, parce que j'estimais donc que ceux qui étaient là peut-être n'avaient pas suffisamment compris pourquoi le président Alassane Ouattara travaillait pour la Côte d'Ivoire. Et pour nous, on doit faire en sorte que dans les hameaux les plus reculés, l'action de développement qu'on sent à Abidjan soit ressentie dans le village où on va, qui ne voit pas, qui n'a pas de télévision. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il y a de la contradiction dans votre démarche? Il n'y a pas de contradiction. Nos populations nous ont voté, nous, elles nous suivent, nous. Elles ne sont pas opposées au RHDP. Elles nous l'ont dit pendant la campagne. Elles ont voté un programme, un projet. Elles n'ont pas voté contre le RHDP ou contre un parti politique. Elles ont voté pour quelqu'un qui, dans son sein, parce que c'est une liste qu'on a conduite, dans notre liste, il y avait donc des militants du RHDP, peut-être aussi qui a milité donc en notre faveur. Ce que les gens doivent retenir, les gens le disent toujours, que changer de parti, aller quitter indépendant pour aller dans un parti qui peut être... Certains dans l'opinion estiment que c'est de la transhumance politique. Ah, mais c'est trahir la confiance des populations qui vous ont donné un mandat en qualité de candidat indépendant. Et finalement, vous allez rendre ce mandat à un parti politique. Le mandat pour être président du conseil régional, c'est un mandat pour travailler à l'action de développement local. Alors, que tu fasses partie d'un parti politique ou que tu sois indépendant, on choisit le chemin qui nous facilite donc notre action. Ce que nous allons représenter si nous sommes candidats à notre réélection, c'est la comparaison de notre projet, de notre programme, de nos promesses de campagne et la réalité de ce que nous aurons fait. Et c'est ce que nous allons faire. Nous, tous les mécanismes qu'on peut utiliser pour arriver à faire plus que ce que nous avons prévu, c'est ce que nous allons faire. Et nous nous sentirons plus à l'aise en rentrant dans un parti politique comme le RHDP pour bénéficier donc des leviers et des contacts pour nous aider à améliorer davantage le quotidien de nos populations. Le RHDP a sorti les griffes, a bombé le torse contre les candidats indépendants qui se sont présentés à la faveur des dernières élections. Vous me direz peut-être que vous n'êtes pas membre issu du RHDP, donc vous n'êtes pas concerné. Mais est-ce que le parti est favorable à vous accepter dans ses rangs en qualité de président du conseil régional? Ali, je peux vous poser la question, c'est une évidence. Non, ici, c'est moi qui pose la question. C'est une évidence parce que je ne suis pas issu du RHDP. Alors, tous les partis politiques ont envie de récupérer des cadres qui ont de la légitimité. Aujourd'hui, en gagnant donc 2 fois des élections, 2 fois des élections législatives en tant qu'indépendant, et gagner encore les élections du conseil régional en tant qu'indépendant face à un candidat qui est aussi le secrétaire général du PPACI. Et quel parti ne souhaiterait pas vous avoir avec lui? Naturellement, le RHDP va mener des démarches, peut-être pas pour reconquérir leurs anciens militants, mais pour avoir de nouveaux militants. Et ça se sent dans la démarche du président de la République qui a envie de capter toutes les valeurs positives, toutes les nouvelles intelligences et tous les leaders émergents pour faire du RHDP un creuset donc de cadre qui peut aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mamadou, ce que vous dites ce soir, c'est que c'est votre équation personnelle qui a déterminé votre victoire au soir bien sûr. De cette élection. Bien sûr. Pas le parti politique. Pas de parti politique. Pas l'étiquette. Pas d'étiquette. La preuve, je l'ai dit tantôt, que le ministre de l'entretien routier, de l'équipement de l'entretien routier, allait faire campagne pour le compte de son parti politique. La ministre Belmont est allée faire campagne. Le DG du port. Donc, on a eu toutes ces figures face à nous, mais c'est notre équation personnelle qui a payé. D'accord. Vous avez remporté cette élection parce que vous avez un projet, vous en parliez tout à l'heure, les yeux scintillants. Oui. C'est quoi les principaux axes de votre programme? Avec vous, à la tête du conseil régional du Boclé, vous avez décrié tout à l'heure les gestions antérieures. Pourquoi, avec vous, ça devrait changer? Alors, il faut retenir déjà que le Boclé a 2 départements. Sandra, chef-lieu de région, et le département de Fresco. Imaginez-vous qu'à l'hôpital général de Fresco, il n'y a même pas de bloc opératoire. Alors, nous avons pour ambition donc, de créer un bloc opératoire à l'hôpital de Fresco pour qu'au minimum, les femmes qui sont en couche, qui doivent accoucher par césarienne, ne soient pas transportées pour aller à Sandra ou vers Abidjan.
Nous avons pour ambition aussi de doter cet hôpital-là d'un groupe électrogène. À Fresco, qui est un chef-lieu de département, aujourd'hui, les gens ont de l'eau potable, comme on le dit chez nous, par séquence. On a divisé les Fresco par quartier et par rotation de 4 jours, chaque quartier a de l'eau potable. Nous allons nous atteler donc à faire des forages pour améliorer donc l'adduction d'eau potable à Fresco. Et à Sassandra, qui est le chef-lieu de région, on a un seul bloc opératoire. Donc quand on doit faire une opération d'une maman qui doit accoucher par césarienne alors qu'il y a quelqu'un qui est dans le bloc pour une urgence chirurgicale, imaginez-vous le temps d'entente et tout ça. Alors nous avons pour idée de mettre en place un deuxième bloc opératoire et de mettre aussi une radiologie à l'hôpital de Sassandra. Nous allons travailler et faire en sorte que les états des routes, dans un premier temps au niveau du conseil régional, soient traités, parce que nous avons la sous-préfecture, par exemple, de Griri, qui est plus proche de Soubré. Et souvent, le sous-préfet de Griri, pour venir à Sassandra, au lieu de sortir par Méadi, Soubré, San Pedro, pour venir donc à Sassandra. Nous allons travailler à faire en sorte que nos routes soient reprofilées et les écoles primaires précaires foisonnent dans notre région. De sorte qu'en saison de pluie, la plupart, 40% de nos enfants sont à la maison. Et nous allons construire, nous allons investir dans l'éducation de base, construire des écoles primaires donc dans les campements, pour ne pas que les enfants marchent 4-5 km venant à l'école, et faire en sorte qu'on ait de l'eau potable. Nous allons construire une centaine de pompes à motricité humaine et travailler au niveau de la santé pour que le centre de santé le plus éloigné ne soit pas au-delà de 10 km des populations. C'est de beaux projets, hein, oui, forcément, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les projets, les évoquer, les énoncer comme vous le faites, tout le monde peut le faire presque. Oui. Une chose est de les annoncer, une autre est de les réaliser. Bien sûr. Beaucoup d'Ivoiriens ne croient plus dans beaucoup d'hommes et de femmes politiques parce que justement, des promesses faites n'ont pas été réalisées. Oui. Est-ce que les projets que vous venez d'indiquer, d'annoncer, sont mesurables? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'ils ont été budgétisés? Alors, les projets ont été budgétisés. Nous allons investir 30% donc du budget du conseil régional qui s'élève à 1,2 milliard. C'est 400 millions par an pour l'entretien des routes. Nous allons investir 20% du budget du conseil régional pour construire des écoles primaires. Nous allons investir aussi 20% du budget du conseil régional pour investir donc, dans les centres de santé. Et nous allons investir aussi 20 autres % du budget du conseil régional pour l'adduction, pour avoir des pompes à motricité humaine. Et les 10 autres % seront pour gérer les cas d'urgence. Alors, pour avoir parcouru la région, oui, tous ceux qui sont passés à Sassandra, à Fresco, savent que c'est une sorte d'accident de la nature, oui, avec un paysage époustouflant. Dans ce que vous énumérez, je n'ai rien entendu pour le tourisme. Est-ce que ça sera une priorité également, parce que c'est une zone qui regorge de vrais sites touristiques? Alors, nous allons vendre la destination Sassandra. Nous allons créer... Vendre, ça veut dire Nous quoi? allons faire un film institutionnel donc, sur Sassandra pour présenter les potentialités touristiques de Sassandra aux opérateurs économiques. Parce que ce qu'il faut retenir, Ali, c'est que dans le tourisme, c'est les opérateurs privés qui investissent dans l'hôtellerie, dans les restaurants. Alors, notre rôle à nous, en tant que président du conseil régional, c'est de participer à des forums, de faire en sorte que des gens qui ont la capacité d'investir puissent savoir qu'investir à Sassandra peut leur apporter beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans notre programme direct, parce que le budget du conseil régional ne peut pas nous permettre d'investir directement dans le tourisme, mais la posture du président du conseil régional va nous permettre de vendre suffisamment Sassandra et de faire en sorte que des hôtels poussent et que des gens, au lieu d'aller à Séni, parce que les plages de Sassandra font rêver. Vous avez des rochers, vous avez une nature qui fait rêver et vous avez des laits purs à Sassandra. Donc, on va faire en sorte que Sassandra soit une destination touristique et de rêve. Est-ce que vous avez l'assurance que à la prochaine élection de président du conseil régional, si l'on vous reçoit dans cette émission pour faire le bilan de votre mandature, vous seriez en mesure de nous dire que tous les projets que vous annoncez avec autant d'enthousiasme a été réalisé? En réalité, nous, on n'a pas le choix. On a été élus sur la base d'un programme. On n'a pas été élus parce qu'on a été recommandé par un parti politique ou bien n'importe quel leader politique. Ça nous contraint donc à savoir que si on n'a pas respecté nos engagements, si les projets que nous avons annoncés en grand pompe n'ont pas été réalisés, il ne sait pas comment on va avoir le courage d'aller nous présenter devant les populations pour demander une réélection. Nous sommes convaincus que les projets que nous avons annoncés, dans le cadre du budget du conseil régional que nous connaissons, parce que Dieu merci, nous-mêmes, nous sommes ingénieurs génie civil,
Donc, on a le prix des projets en cours, en tête. On connaît le budget, on sait sur quel axe investir. On a une vraie compréhension de la chose. Et les projets que nous avons annoncés sont des projets très, très réalistes et réalisables. Vous êtes jeune. Oui. Beaucoup de jeunes de la région du Boclé vous ont élu. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces jeunes? Alors, il faut le dire déjà pour les jeunes, dans le cadre donc, du CE2 et dans le cadre du PGDEC, il y a des financements des projets jeunes. Nous allons nous intéresser à former les jeunes, à les orienter vers des projets de plus en plus fiables. Parce que malheureusement, on constate que le CE2 et le PGDEC financent des jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre cas, dans le Boclé, il n'y a aucun bilan qui est fait sur les jeunes qui ont été financés, qui sont quittés de zéro pour devenir de zéro. Et nous allons mettre en place un mécanisme de formation, de suivi, d'évaluation, pour faire en sorte que les 1,2 milliard qui sont investis pour financer les projets des jeunes puissent servir à financer des projets qui vont permettre à notre jeunesse de sortir de la précarité. Mamadou Kébé, vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, vous êtes proche du RHDP. Oui. Par ces temps qui courent, par ces temps de changement à la tête des institutions de la République, de remaniement ou de réaménagement ministériel, est-ce que vous vous dites, ma carrière politique a démarré par un poste électif de député, ensuite on a monté d'un cran au poste de président de conseil régional, c'est quoi vos ambitions futures? Ali, ce qu'il faut retenir, bon, nous, on se laisse traîner par le vent pour la suite. Ça veut dire quoi? Les ambitions qui dépendent de nous étaient d'aller défendre un poste électif. On a été candidat en 2016, on a été élu député, on a été réélu. On a été candidat, le seul candidat à être élu, candidat indépendant. Donc nous avons toute la légitimité. Et pour nous, la politique va nous permettre de nous mettre au service donc, de la nation, des jeunes Ivoiriens, des jeunes du Boclé, mais de partout. Donc nous ne sommes pas fermés et n'importe quelle opportunité qui peut nous permettre de faire plus que ce que nous avons, nous faisons déjà, nous la prendrons. Et nous sommes prêts donc, au service de la nation. Ça veut dire, en termes clairs, en termes sans réserve, s'il y a une offre pour entrer au gouvernement, vous êtes preneur? Mais naturellement, je suis preneur. Quand on fait la politique, c'est comme un virus. Quand vous êtes dedans, vous voulez continuer. Et nous avons envie de faire plus. Et en étant ministre, si on peut apporter plus, nous sommes preneurs. Parlant de politique, quelle lecture faites-vous, de façon générale, de la cartographie politique de notre pays? Ces 30 dernières années, de grandes figures politiques ont marqué l'histoire de ce pays. L'actuel président de la République, Alassane Ouattara, l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, feu l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, qui nous a quittés il y a quelques mois, de regretter mémoire. Ces trois grands dinosaures, comme on les appelle, de la politique ivoirienne, ont mené tous les combats. Oui. Aujourd'hui, le dernier combat, c'était en 2020. La prochaine présidentielle approche à grands pas. Quand vous avez tous ces éléments de la grille d'analyse en tête, que dites-vous, quelle lecture faites-vous de la scène politique ivoirienne? Bon, la scène politique ivoirienne nous dit que le président Alassane Ouattara a démontré qu'on n'a pas eu tort de le choisir comme président. La Constitution lui permet donc de briguer un mandat en 2025, ce qui, pour nous, est une chose logique parce qu'il a tout un programme qu'il met en place. Mais la lecture qu'on fait après les dernières élections du conseil régional, c'est que le RHDP reste la principale force politique sur le terrain, avec avec le taux donc, de gain au niveau des élus, même le taux au niveau même des électeurs. Parce qu'il y a plusieurs indicateurs. Pour nous, ils ont mené tous les combats possibles. Le président a essayé déjà en 2020 de passer le témoin. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il peut décider donc de se représenter en 2025. Et personnellement, nous allons le soutenir. Mais en même temps, si le débat s'ouvre sur éventuellement passer la main à quelqu'un d'autre, pour nous, le président, il lui est loisir d'ouvrir le débat. Le RHDP a suffisamment de cadres qui peuvent prétendre être aujourd'hui président de la République. Le président a mis donc le pays sur les rails au niveau infrastructurel. Et nous, on pense personnellement que les prochains défis auxquels la Côte d'Ivoire va être affrontée, ça va être des défis sécuritaires. De plus en plus, le chef de l'État, ces dernières années en tout cas, a parlé de renouvellement générationnel. Est-ce que sur la scène politique ivoirienne, toute obédience confondue, vous avez des noms qui incarnent justement la relève pour gérer ce pays si délicat avec
toutes les spécificités qu'on lui connaît? Bon, après, quand on va arriver dans la période des élections, des gens qui, potentiellement, pensent qu'ils ont la capacité donc, de diriger le pays vont venir sur Il y en la a scène. qui sont déjà déclarés. Il y a Charles Blé Goudé, par exemple, qui a dit que lui, il rêve, même s'il n'a pas annoncé pour 2025. Mais en 2030, on parle connaît tous les ambitions on parle de de Guillaume 2025, Soro. qui n'est pas au pays. Affirmatif, Oui. mais ça reste des ambitions tout de même. Non, pour nous, la reconfiguration de la scène politique ivoirienne, ce n'est pas d'abord de parler de la présidence. C'est que le président, d'abord, mette en exil, sinon on commence à faire sortir de nouvelles figures. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas dire... On n'aura pas Est-ce trop que de... c'est au président de sortir de nouvelles Oui, figures? déjà, dans les nominations au niveau des directions générales, au niveau des ministres, il faut que déjà on sente qu'il y a des nouveaux cadres qui sont nés et que la Côte d'Ivoire a des nouveaux talents. Des cadres politiques, forcément? Mais il faut bien être politique pour diriger la Côte d'Ivoire. Vous parliez tout à l'heure des directions générales. Vous dites qu'il faut de nouveaux cadres. Oui. Est-ce qu'il faut être forcément politique Non, pour pas, aspirer à diriger pas des cadres, une pas de- EPN, pas- par exemple? pas des cadres politiques pour diriger les EPN, mais c'est, je veux dire, le renouvellement donc, de la classe des dirigeants de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement politique. Vous qui êtes élu c'est- indépendant, est-ce que vous êtes fier de la classe politique qu'on a dans ce pays? Bon, on peut dire que ça va, le pays bouge. C'est vrai qu'il y a d'autres qui font leur taf comme il le faut, mais il y a d'autres qui quand même ont suffisamment fait, ont démontré ce qu'ils peuvent faire, qui doivent laisser la place à d'autres personnes pour venir démontrer ce qu'ils savent faire. Tout à l'heure, dans votre développement concernant le Boclé, vous avez parlé de bastion sociologique, réputé être le bastion du PPACI, vous l'avez vous-même dit. Il nous revient qu'au cours de la campagne, vous avez été victime de propos exclusionnistes. Ce soir, sans réserve, dites-nous, est-ce que vous confirmez? Oui, des propos exclusionnistes de la part mais malheureusement pas seulement du candidat du candidat PPACI, même souvent aussi du candidat RHDP. C'est ce que nous ne comprenons pas. Malheureusement, j'ai été victime de ça depuis 2016, mais Ali, je suis à l'aise parce que malheureusement, ce sont des propos qui viennent des leaders politiques, mais qui ne sont pas transmis dans le cœur des populations. La preuve, c'est que j'ai été élu 2 fois en tant que député et je suis élu cette fois-ci en tant que président du conseil régional. Pour moi, c'est quand les gens n'ont pas d'arguments pertinents pour aller contre vous, ils utilisent des raccourcis. Et les propos du genre « il n'est pas chez lui », pour moi, c'est des raccourcis et je n'accorde aucune valeur à ces propos ni aux personnes qui tiennent ces propos. Ce genre de propos, pour beaucoup d'analystes, ont fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. De notre côté, il y en a qui estiment, qui sont nationalistes, évidemment, qui estiment que chacun doit être candidat chez lui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que ce sont des propos qui fragilisent la cohésion nationale? Mais naturellement, ce sont des propos qui fragilisent la cohésion nationale, mais heureusement que les populations ne se reconnaissent pas dans ces propos. Parce que si les populations se reconnaissent dans ces propos, effectivement, ça va être compliqué de promouvoir le vivre ensemble. Et on doit mettre des mécanismes en place pour que de plus en plus les acteurs politiques évitent ces genres de propos. Quand on est candidat pour un poste électif, c'est sur la base d'un projet, sur la base d'un programme. Chacun peut vendre son programme et son projet. Ce sont les populations elles-mêmes qui décident de voter celui qu'elles ont choisi. Alors, si les populations décident de choisir quelqu'un qui n'est pas terrien, il faut que les autres l'acceptent. On va parler à présent de votre fonction de député. Un député est censé participer au débat sur les législations en vigueur et celles à venir. Est-ce que vous estimez que vous apportez quelque chose à la Chambre basse du Parlement ivoirien? Comme tous les députés, d'ailleurs, on participe au débat, on a des contributions, on tient compte donc de l'avis de nos populations quand on va au débat. Et la démocratie est véritablement en marche en Côte d'Ivoire. Les gens ont l'impression que c'est de façon mécanique qu'on lève la main à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de débats avec les ministres en commission. Il y a beaucoup de rélectures donc des lois. Il y a des petites corrections. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'Assemblée nationale. Donc, pour vous, vous assumez parfaitement le rôle qui vous est dévolu en qualité de député? Oui, moi et tout le Parlement, l'Assemblée nationale travaille énormément à suivre les actions gouvernementales. L'Assemblée nationale travaille énormément sur les lois. Les gens peuvent venir à l'Assemblée. J'ai des amis qui sont allés une fois à l'Assemblée qui ont dit mais on ne pensait pas que l'Assemblée était remplie de cadres qui pouvaient challenger des ministres. Les débats sont souvent à un niveau impressionnant. Vous êtes resté député indépendant, donc j'imagine que vous n'êtes pas membre d'un groupe parlementaire. Oui, je suis député non aligné. Non aligné. Vous le resterez? Oui, pour le moment. Aux prochaines élections législatives, vous qui êtes alassaniste, qui souhaitez rejoindre le RHDP en qualité de président du conseil régional,
Vous serez candidat aux législatives indépendant? Bon, laissons les prochaines élections législatives arriver parce que, bon, est-ce que je serai candidat? D'abord, c'est la première question. Est-ce que je serai candidat indépendant? Vous avez des doutes? Parce que, bon, pour moi, il faut laisser d'autres cadres peut-être s'exprimer. Je suis président du conseil régional. Il y a sûrement d'autres cadres qui ont envie d'être députés. Mais bon, l'avenir politique nous le dira. Vous êtes favorable ou contre le cumul de postes? Favorable ou contre, c'est l'expression de la démocratie. C'est les populations qui décident de choisir donc leurs élus. Si les populations estiment que c'est un seul élu qui peut occuper tous les postes, c'est leur choix. On a décidé d'être démocrate, il faut le rester jusqu'au bout. Mais pour moi, on peut laisser la chance à d'autres cadres, de sorte qu'on puisse réfléchir à plusieurs et chacun apporter sa contribution pour le développement de nos régions. Kébé Mahamadou, ce soir, on vous a suffisamment, en tout cas un tout petit peu quand même, découvert sous votre facette politique. Parlons de vous. Qui êtes-vous? Comment vous vous retrouvez sur la scène politique? Comment vient cette envie chez un ingénieur en bâtiment et travaux publics de descendre dans l'arène politique? Bon. Racontez-nous, sans réserve. Je viens dans la politique en 2014. J'ai eu la chance de travailler donc, sur le projet de construction du pont Henri Konan-Bédié. Après le chantier du 3e pont, j'ai eu plusieurs réflexions. Lesquelles? Alors, j'ai embauché environ 200 jeunes Ivoiriens qui, pour la plupart, étaient des étudiants, les universités étant fermées, qui ont été sur ce chantier-là à leur premier contact avec les outils de travail. Et après, qui se sont fait des profils donc, de carrière dans le métier. Et je suis reparti au village. J'ai commencé à recruter des jeunes du village pour leur donner l'opportunité, le code de la deuxième chance que le gouvernement ivoirien présente aujourd'hui, pour donner l'opportunité à des jeunes qui étaient désœuvrés, qui n'ont pas de plantation au village, pour leur donner l'opportunité de venir sur des chantiers. À la fin du chantier, j'ai eu la chance de démolir les bâtiments qu'on avait construits pour les installations de chantier. J'ai fait de la récupération des tôles, des bancs, des tables, des portes. Et avec mon chef de cabinet, qui en son temps était un ami, Franck Etienne, nous sommes allés au village pour une activité et on a commencé à donner des tôles pour couvrir des écoles qui en avaient besoin. On a offert des portes pour des écoles qui avaient besoin de portes. Et quand on a vu l'intérêt que cela a suscité, la joie que les populations avaient de recevoir des tôles usagées, des portes, des anciennes portes, on s'est dit que mais, on peut rendre les gens heureux. On peut contribuer à les rendre heureux. Et les demandes ont commencé donc, à devenir de plus en plus nombreuses. Les gens ont commencé à nous demander, et quand les anciennes tôles, les anciennes portes étaient finies, il fallait acheter des nouvelles tôles, il fallait acheter un peu de ciment pour donner aux populations. Et voilà comment on se retrouve dans la politique. On n'avait aucune ambition politique d'alors. Malheureusement, le député RHDP, donc de ma circonscription, que j'étais allé voir en ami, pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence, m'a vu comme adversaire. L'adversité a grandi et ce sont les chefs de village. C'est pour ça que quand les gens disent que, quand chez moi, des propos racistes ou bien sectaires ne m'intéressent pas, parce que des chefs de village autochtones ont fait la démarche vers le chef du village dans lequel je réside pour me demander d'être candidat aux législatives. C'est donc à la deuxième, troisième fois que j'ai dû accepter à mon corps défendant. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans la politique. Pour moi, la politique est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est la politique qui permet à un homme normal de poser des actions qui ont des intérêts vers des populations pour lesquelles on n'a aucun lien. C'est la politique qui vous permet de prendre votre voiture, de faire 30, 40, 50 km de pistes impraticables et vous trouver dans un village, aller donner de l'eau potable aux populations à boire. Beaucoup estiment que pour faire la politique, il faut avoir beaucoup de moyens. Et vous, peut-être que vous êtes le profil idéal incarné par cette pensée. Parce que, évidemment, prendre son véhicule, faire des dons, ça et là, en Côte d'Ivoire, dans le contexte ivoirien, ça nécessite des moyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que pour s'engager en politique, pour avoir un impact sur les siens, il faut avoir quand même des moyens? Oui, parce que si vous n'avez pas de moyens, vos intentions ne resteront qu'intentions et ne peuvent pas être réalisées. Si vous voulez aider quelqu'un à construire un logement de maître, que vous n'êtes pas capable de pouvoir lui offrir du ciment et des tôles, il ne peut pas construire. Si vous avez aussi des connexions qui peuvent vous permettre d'impacter positivement, vous pouvez faire de la politique. Ailleurs, dans certains pays, la politique est affaire d'idées. Ici, vous le reconnaissez, il faut avoir des moyens pour faire de la politique. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont des idées, qui n'ont pas de moyens,
ne sont pas admis, ne sont pas attendus sur la scène politique? Non, parce que la difficulté en Afrique, il faut pouvoir transformer tes idées en réalité. Alors, quand on n'a pas les moyens, tout le monde a des idées, et malheureusement, nos populations sont habituées donc, à ce que des gens viennent leur donner des idées qui, à la fin de la journée, ne changent rien dans leur quotidien. Et elles attendent de plus en plus des gens qui peuvent impacter leur quotidien. Et il faut avoir un minimum de moyens. Aujourd'hui, vous vous êtes lancé en 2014, cela fait précisément 9 ans. Est-ce que 9 ans après, vous vous dites « j'ai bien fait de m'investir en politique » ou vous avez des regrets? De toute façon, vous, la politique vous sourit. Vous avez été élu à 2 reprises député de la Nation, aujourd'hui président du Conseil régional, donc j'imagine que vous n'avez pas de regrets. Non, au fur et à mesure que j'avance dans la politique, j'ai envie d'en faire davantage. Parce que je l'ai dit tantôt, pour moi, la politique est comme la religion. La politique permet normalement, pour des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie d'être sincères, honnêtes avec les populations, d'exister autrement, de marquer leur temps. C'est-à-dire que notre argent ne va pas nous servir seulement à nous occuper de notre petite famille, de notre petite personne, mais aujourd'hui, les petits moyens que nous avons nous permettent aussi de nous occuper des gens que nous ne connaissons pas dans l'IDF. Et tout ça donne un sens à notre vie à nouveau. Ça nous permet de rêver, d'être heureux, parce que quand on est religieux, quand on pose une bonne action pour quelqu'un comme ça, on dit que celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Et nous sommes chaque fois heureux donc, de contribuer donc, à donner du sourire à des populations, et c'est la politique qui nous permet de le faire. Avant-dernière question, dans la sous-région ouest africaine, il y a eu des coups de force. Nos pays frères, les pays voisins de la Côte d'Ivoire, sont en proie au phénomène du terrorisme. Vous avez dit que les enjeux du futur, c'est la sécurité. Est-ce que vous craignez justement que ce phénomène de terrorisme se rapproche de nos frontières davantage? Et quelle lecture faites-vous de tous ces coups de force qu'il y a eu autour de la Côte d'Ivoire, le dernier en date, celui au Niger, où la CEDEAO a donné de la voix pour le condamner, a même annoncé une option militaire qui jusque-là n'a pas été réalisée? La lecture, c'est que malheureusement, tous ces coups de force contribuent donc à mettre ces pays en retard. Vous allez au Burkina aujourd'hui, si c'était à reprendre, je pense qu'il n'y aurait pas de coup d'État. Malheureusement, nos populations... Ce n'est pas le son de cloche de beaucoup dans l'opinion burkinabé en tout cas. Quand vous allez au Burkina, vous le ressentez dans la vie de tous les jours. Quand le coup d'État arrive, c'est la remise à plat donc, de toutes les institutions, c'est tout reprendre à zéro. Et c'est pour ça que pour nous, quand on dit que le prochain défi à laquel la Côte d'Ivoire va faire face, sera des défis de sécurité. Il faut éviter que le terrorisme évolue vers la Côte d'Ivoire. Notre ministre d'État, ministre de la Défense, nous demande chaque jour qu'il a la capacité de contenir. Et il faut donc travailler à sensibiliser l'armée pour ne pas qu'il y ait de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'en a même pas besoin parce que nous sommes dans suffisamment de calme, le pays se développe. Et c'est dans la paix, c'est dans la tranquillité que nous pouvons espérer un développement harmonieux. Dernière question, est-ce que vous êtes un pur produit du système éducatif ivoirien? Vous avez fait vos études à l'étranger. De ce point de vue-là, c'est quoi votre parcours? École primaire publique de Kokolo Pozo, dans des bâtiments en bois qui existent encore. C'est situé où? À Sassandra, dans le département de Sassandra, dans la sous-préfecture de Dakpadou, dans la région du Boclé, dans ma région d'ailleurs. Alors, j'ai fait le collège moderne de Gagnoa et j'ai obtenu le bac C au lycée moderne de Sassandra. Et puis, après, mon cycle à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Aucun diplôme à l'étranger. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu en toute sincérité, sans réserve, à nos questions? Oui, j'ai le sentiment d'avoir répondu en toute sincérité et sans réserve à vos questions, en espérant être le plus clair possible. Merci infiniment, Kébé Mahamadou. Merci, Ali. Je rappelle que vous êtes le président du conseil régional du Boclé, dans le sud-ouest ivoirien. Bonne continuation pour vos activités. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.